Chapitre 1. Caractère déterminant du leader. Le défi perpétuel du leader est d'être toujours là pour ses disciples, partisans et sympathisants. Chaque personne souhaite être appréciée, encouragée et souhaite goûter au succès. Le leader doit permettre à chacun de surmonter la peur de l'échec, car c'est l'échec qui éclaire la voie du succès. Il est question de permettre à chacun d'avoir confiance en soi, en ses capacités de franchir tous les obstacles, bref, de rendre l'impossible possible. Dès lors, le leader devra être doté des qualités suivantes. Première, source d'inspiration et de motivation. La motivation doit commencer par lui-même, pour s'étendre à ses disciples et à toute la communauté. Une motivation durable est celle qui est entretenue dans le subconscient par un moteur interne. En d'autres termes, une motivation ne peut être durable que si elle est interne à chacun et indépendante de tout facteur extérieur. Deuxième, être humble et charmant. Tout individu a besoin d'un minimum d'ego, la nature humaine est ainsi faite. Mais cet ego ne devrait pas être surdimensionné. Il devrait être d'un niveau assez bas pour permettre au leader d'être proche de toutes les couches sociales. Le leader doit être charmant et agréable. Ces deux traits lui offrent la possibilité de promouvoir la créativité, l'innovation et surtout d'inspirer la confiance. Le leader doit faire montre d'empathie. Il doit penser aux autres, vivre pour les autres et, de manière générale, viser le bonheur de ceux qui l'entourent. Cette façon d'être expose à quelques risques inhérents à la nature insaisissable de l'homme. C'est ici que trouve tout son sens le dicton selon lequel « Lorsque vous faites du bien à autrui, soit vous en faites trop, soit vous n'en faites pas assez. Dans tous les cas, vous le payerez cher. » Les valeurs morales et éthiques doivent par conséquent constituer le socle de notre action dont dépend la réalisation ou non de la société idéale et prospère à laquelle nous aspirons. Dans le système éducatif que le leader doit promouvoir, l'enseignement de l'éthique et de la morale doit avoir une place de choix. Sans quoi, le déclin de la société est programmé. Troisième, galvanisateur. Le leader doit susciter et contribuer activement à la prise de conscience, par ceux qui l'entourent, de leur capacité à créer un environnement propice à leur épanouissement. Il doit transformer ses disciples en agents de l'excellence, chacun dans son domaine de compétence. Quatrième, déterminé et persévérant. La détermination et la persévérance donnent au leader la force nécessaire pour surmonter tout obstacle qui pourrait se dresser sur son parcours vers la concrétisation de sa vision. La détermination permet au leader de se réinventer, de s'élever au rang des personnes extraordinaires. Elle entretient la conviction que les difficultés et les obstacles d'aujourd'hui préparent nécessairement le succès de demain. Le leader doit être enclin à voir dans chaque problème un défi à relever. Dans ces conditions, la persévérance est son arme la plus redoutable. L'inspiration, la formation permanente restent les facteurs importants pour entretenir cette détermination. Cinquième, passionné. Agir avec passion et s'investir sans réserve dans tout ce qu'il fait, telles sont les qualités qui particularisent le leader et lui valent l'admiration de tous ses disciples et sympathisants. L'affection créée et entretenue par le leader vis-à-vis de ses disciples et ses sympathisants doit être accompagnée d'une intégrité qui permet de faire du leader un modèle à suivre, du fait de la confiance que ses disciples et ses sympathisants lui vouent. Sixième, héros du changement. Le leader doit vivre dans l'obsession de changer le statu quo, de créer un nouveau monde dans lequel tout est conforme à ses valeurs et principes. Ce changement doit être visible sous toutes les formes: les habitudes, les objectifs, les valeurs, la culture, les règles de fonctionnement, etc. Septième, la boussole. Le leader doit être la boussole des disciples. Il indique la bonne direction à suivre et rassure. Ceci confère une réelle tranquillité au groupe et élimine l'incertitude et le doute quant à la voie à suivre. Huitième, le défi. Le leader doit accepter, voire rechercher le défi qui permet de déplacer les montagnes. Il s'agit de cette force motrice qui pousse l'individu à la persévérance, celle-là même qui accompagne un peuple dans sa quête nationale. Neuvième, excellent communicateur. Le leader doit communiquer pour partager sa vision avec ses disciples.
D'où la question de savoir comment le faire et comment réussir une communication effective. La bonne réponse à cette question est de travailler à un processus de communication bien pensé et adapté à la cible visée. Quelques conseils s'imposent aux leaders. Concevoir un ou des messages simples susceptibles de ne présenter aucune ambiguïté pour la cible. S'assurer de la clarté du message et de sa teneur convaincante pour l'audience visée. Si le message est mal perçu, mal intégré dans la compréhension de la cible, la probabilité de perdre le support de la cible est élevée. La communication doit avoir pour objectif d'améliorer le statu quo, les conditions de vie, la force du travail en groupe, conditions sine qua non pour réussir ensemble. Faire porter les messages par les canaux de communication compatibles avec la cible, mais surtout, être capable de prêcher par l'exemple. Le leader ou l'allégorie du mouton et du lion. Analysons l'allégorie suivante pour fixer les notions de vision et de leader. Une armée de moutons conduite par un lion peut venir à bout d'une armée de lions conduite par un mouton. C'est une variante de la citation de Charles Maurice. « J'ai plus peur d'une armée de 100 moutons menée par un lion qu'une armée de 100 lions menée par un mouton. » Ou de Douglas MacArthur. « Des moutons dirigés par un lion sont plus redoutables que des lions dirigés par un âne. » Définition et caractérisation des termes. Le mouton. Définition. Sens propre. Animal domestique, mammifère herbivore ruminant. Sens figuré. Un être faible, crédule, facile à mener. Caractérisation. Crédulité, passivité, facile à duper, malléabilité et faiblesse. Le lion. Définition. Sens propre. Grand mammifère sauvage, félidé carnivore féroce, rapide et agile. Sens figuré. Un être puissant. Caractérisation. Force, courage, fougue, commandement, puissance. Peut-on vraiment dire qu'une armée de moutons conduite par un lion peut venir à bout d'une armée de lions conduite par un mouton? Comment des lions forts, courageux et puissants peuvent-ils constituer l'essentiel d'une armée qui perd? Comment des moutons passifs, malléables et faibles peuvent-ils constituer l'essentiel d'une armée qui gagne? Cas de figure numéro 1, une armée de lions dirigée par un lion. Dans ce cas de figure, l'esprit est le même. La force, la volonté de vaincre et le courage se situent au même niveau pour tous. Le chef n'est ici qu'un coordinateur de l'action commune et peut disparaître à tout moment, car la relève est assurée par plusieurs membres de l'équipe. La perpétuation du mouvement et le succès de l'action sont garantis. Si nous transposons cette analyse à la gestion des pays dans le monde, on observe que les pays tels que ceux de l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, de l'Europe occidentale, Angleterre, France, quelques-uns d'Asie, Japon, Chine, Corée du Sud, peuvent être classés dans cette catégorie. Les dirigeants peuvent changer, mais la ligne directrice, la vision, reste la même. C'est pour cela que le progrès peut se maintenir et, dans certains cas, bénéficier d'une croissance exponentielle dans le temps. Cas de figure numéro 2, une armée de lions dirigée par un mouton. Ici, l'esprit du général d'armée est dominé par la faiblesse, la docilité, la malléabilité et la passivité. Toutes choses qui impactent négativement le comportement des autres. Bien que les lions soient caractérisés par la hargne de vaincre, le courage et une grande combativité, le comportement de celui qui est à leur tête déteint sur leur action. De ce fait, les lions perdent leur essence naturelle et ne sont des lions qu'en apparence. Ils deviennent ce qu'ils n'auraient jamais dû être, à savoir des moutons. Dans la pratique, plus de 60% de pays africains appartiennent à ce cas de figure, et spécialement les anciennes colonies françaises. Hors Afrique, on en trouve en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Pour ce qui est de l'Afrique, le pouvoir est concentré entre les mains de princes qui n'ont ni vision ni personnalité et qui appliquent de façon aveugle les théories, les instructions et les copier-coller de leurs véritables maîtres, les Occidentaux. Ceux-ci, bien conscients que ces pays africains regorgent d'éminences grises, des têtes pensantes, d'experts chevronnés dans différents domaines, ne lésinent sur aucun moyen pour empêcher que ces princes adoubés constituent des think tanks, des synergies internes. Des dynamiques qui auraient produit la lumière nécessaire pour éclairer les décisions et ainsi changer le quotidien de chacun et de tous. Une telle situation
serait un coup dur pour leur politique d'exploitation exclusive des richesses du continent. Les intérêts des Occidentaux étant en jeu, tout est alors mis en œuvre pour persuader les princes de maintenir les accords de coopération militaire, culturelle, économique et les dispositifs d'aide liés, non pas pour éclairer la prise de décision, mais pour s'assurer le respect des injonctions externes. En cas de non-coopération, les conséquences sont immédiates, l'éviction ou l'élimination physique. Cas de figure numéro 3, une armée de moutons dirigée par un lion. Nous avons vu plus haut dans le premier cas de figure que lorsque le meneur de troupes est un lion, il insuffle la rage de vaincre, le courage et la force à ses éléments. C'est le même effet qui se produira ici. Le lion transmet son état d'esprit de conquérant et de vainqueur aux moutons, et ceux-ci se débarrassent progressivement de leur manteau de faiblesse et de docilité. Les moutons acquièrent toute la puissance que leur transmet leur chef et qui devient le moteur de leur action. Par conséquent, ils ne sont plus des moutons que par leur apparence. Ils sont en réalité de vrais lions. Dans cette catégorie, nous pouvons citer des pays d'Asie, plus communément désignés par l'expression « dragon d'Asie », ainsi que quelques rares exceptions en Afrique. Ce troisième cas de figure nous permet d'entrevoir un espoir à l'horizon pour l'Afrique si et seulement si ses fils et filles décident de se prendre en charge, de se débarrasser de leurs complexes, de restaurer leur culture, leur religion, leur langue, et de redevenir eux-mêmes, de devenir les seuls comptables de leur destin et de cesser de croire qu'un Messie viendra du ciel, leur ouvrir les portes du paradis. Les portes du paradis leur sont déjà ouvertes, et il ne leur reste qu'à tourner la clé pour que tout devienne radieux. Il faut pour cela qu'un vent nouveau souffle sur l'Afrique et que les princes moutonniers soient remplacés ou se transforment en princes lions. Après cet aperçu général de la notion de leader, place au concept de vision.